Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast produit en partenariat entre Radio Anthropocène et le réseau de professionnels Ville et Aménagement Durable dans le cadre du Festivade. Je suis Florian Fompéry et je vous accompagne durant 3 épisodes pour découvrir les partenaires, les projets et le festival du réseau de professionnels VAD. Alors chacun de ces 3 podcasts est donc l'occasion d'accueillir derrière le micro un ou une responsable de VAD, un ou une élue locale partenaire et un ou une personnalité inspirante afin d'engager une réflexion sur un des grands sujets de travail du réseau Ville et Aménagement Durable. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour le second épisode de notre série intitulée « Un Parlement du vivant pour faire vivre nos territoires ». Alors vous l'aurez compris, il va donc être question de rapport au non-humain, d'intermédiation artistique et du rôle du droit dans nos relations à la nature. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Nora Sego-Labidi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes maire adjointe à l'aménagement durable et à l'habitat à la ville d'Annecy. Thierry Boutonnier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes artiste polyvalent et pluridisciplinaire et Claire Villazzi, chargée de mission chez VAD. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et d'ailleurs, c'est à vous, Claire Villazzi, que je vais m'adresser en premier pour que vous nous présentiez en quelques mots le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le Parlement du vivant qui se lance à Annecy dans le cadre du Festivade. Oui, alors déjà je vais me présenter. Donc, je suis chargée de mission au sein du réseau Ville et Aménagement Durable. Ville et Aménagement Durable est un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai qu'en 2024, on a décidé de réunir notre réseau autour d'un festivade pour répondre à la problématique de quoi avons-nous réellement besoin pour un avenir désirable. C'est un festival qui est conçu comme une onde itinérante dans l'espace et dans le temps, et il propose en fait d'introduire une approche artistique pour nourrir une réflexion partagée sur les pratiques professionnelles et les futurs souhaitables. Donc concrètement, il est organisé en 2024 autour de 3 temps forts, 3 formats innovants d'intelligence collective au service des projets des collectivités. Donc je suis effectivement en charge de la coordination d'un de ces formats innovants qu'on a appelé le Parlement du vivant avec la ville d'Annecy et avec notre partenaire qui est le Collectif X, qui est une compagnie stéphanoise qui est composée de comédiens et d'un urbaniste. Donc ce Parlement prendra la forme d'une mise en débat théâtralisée de l'aménagement du quartier des Trois Fontaines pour présenter et nourrir la vision prospective Annecy 2050. Donc le principe, ça sera de donner la parole aux différentes parties prenantes du projet, entités humaines et non humaines. Voilà, parce que une des thématiques du festival concerne les écosystèmes et les milieux, avec la question de la régénération des territoires et notre faculté à limiter les impacts de nos activités. Donc voilà, on avait envie pour ce Parlement d'intégrer des pratiques artistiques pour mettre en lumière d'autres points de vue. D'accord. Alors Nora Sego-Labidi, on va revenir sur ce Parlement du vivant qui va s'installer donc au quartier des Trois Fontaines pour contribuer au projet de régénération et de développement du quartier à venir, c'est bien ça ? Tout à fait. Et donc ce Parlement, il va prendre place sur le site de la Friche des Rails, qui est un lieu d'expérimentation urbaine et culturelle depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots le projet qui est en cours sur ce lieu de la Friche des Rails ? Alors, la Friche des Rails, en fait, est apparue au tout début de notre arrivée en 2020-2021 de la nouvelle équipe d'Annecy. Et très clairement, dès le début, on a senti, dans le cadre de l'aménagement de notre territoire, alors, c'est vrai qu'il est important aussi de quand même connaître un petit peu l'historique aujourd'hui de l'intérêt, je dirais, de ce secteur. Il vient à l'issue d'une réflexion globale, d'une prospective, Annecy 2050. Et Annecy 2050, c'est 3 gros secteurs, dont celui des Trois Fontaines, qui représente, avec d'autres secteurs, à peu près plus de 150 hectares. Et très clairement, on voit apparaître, je dirais, cette zone qui est la Friche des Rails comme étant une colonne vertébrale de là où la biodiversité est extrêmement présente, où on sent qu'il y a des liaisons, je dirais, entre interquartiers et qui finalement nous fait dire que c'est vraiment la colonne vertébrale. Et on se dit,
c'est-à-dire les élus et les directions qui m'accompagnent, en réfléchissant, on se dit très clairement, on a besoin de pouvoir avoir un vecteur d'animation, un vecteur qui, on savait pas trop encore ce que c'était. On se disait qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et les grands esprits se rencontrent. Le directeur de banlieue Scène Nationale vient à notre rencontre pour dire écoutez, moi j'ai un projet culturel, voilà, une initiative un peu éphémère, et il vient nous voir, le maire et moi, et il nous dit voilà, moi banco, j'ai un beau projet, est-ce que vous êtes partant? Et d'emblée, je le vois, en fait, c'est un flash. Il me dit, ce projet, où est-ce que tu veux le mettre? Je dis, la friche des rails. Alors, c'était pas la friche des rails, mais en tout cas, c'était les rails des Trois Fontaines. Et voilà. Et l'aventure a commencé ainsi. D'accord. Et pourquoi alors vous êtes tourné vers la théâtralisation et la culture pour impliquer les acteurs sur ce territoire? Qu'est-ce qui vous importe à travers ce prisme-là, vous? En fait, si on reprend cet exemple du quartier des Trois Fontaines, on peut partir d'un quartier qui est complètement délaissé, déstructuré, délaissé par ses propres habitants, ou un peu, je dirais, dans l'histoire de ce quartier, ça a été un petit peu le fourre-tout, je dirais, de la ville d'Annecy historique, de la ville-centre, et très clairement, c'était pas le lieu où il fallait se promener. Et on se disait que là, on a vraiment pour nous l'opportunité de se dire comment finalement ce quartier peut être se réapproprié par les habitants, par les habitants du quartier. Et la culture nous paraît totalement, je dirais, l'élément fondamental. C'est-à-dire la culture est un élément de cohésion, un élément moteur, un élément de partage, un élément de lien. Et on pense qu'on a donc bien joué, puisque finalement, en ayant instauré avec Banlieue Scène Nationale ce site, avec, je dirais, l'ensemble des participants culturels, et à la fois aussi, il y a d'autres acteurs qui gravitent autour, eh bien, on a quand même 7000 personnes chaque été qui gravitent autour de l'ensemble des spectacles. Donc, c'était aussi comment aussi déconcentrer le regard qu'on peut porter sur la ville d'Annecy dans son côté historique, carte postale, lac, et puis finalement ces quartiers qui sont complètement délaissés, et attirer l'œil, attirer le regard sur des vraies pépites, parce qu'on a aussi des pépites dans ces communes qui sont dites déléguées et qui sont autour et qui gravitent. Donc voilà, donc c'était vraiment le sujet de se dire, on a l'opportunité par la culture de modifier les pratiques très clairement de la construction de la ville aussi. Et tout à l'heure, Claire Villazzi parlait des parties prenantes, vous parlez des habitants. C'est quoi le public cible et pourquoi ce public à travers cette opération? Eh bien, ce sont aussi des publics qu'on ne touche pas d'habitude. Ce sont des publics qui ne vont pas non plus dans nos équipements institutionnels, culturels. Beaucoup d'entre eux, très clairement, franchissent même pas la commune dans laquelle ils vivent. Ils ne vont même pas jusqu'à Annecy centre. C'est aussi de ça dont on parle. Donc c'était aussi comment la culture peut être aussi à la portée des habitants, comment elle peut venir aussi les interroger, et comment aussi d'autres publics venant aussi d'autres secteurs qui ne se côtoient pas et qui ne se mélangent pas finalement dans un événement festif viennent et partagent un moment ensemble. Et ça, c'est aussi la notion même du vivre ensemble, très clairement, donc qui est aussi omniprésent dans cette démarche. Thierry Boutonnier, de votre côté, en quoi l'art, la culture sont des outils pertinents et efficaces pour mobiliser, selon vous, les citoyens sur des objets tels que la réhabilitation d'un quartier? Bien, déjà merci pour votre invitation, merci de me permettre de discuter avec vous, et en cette période qui n'est pas forcément très réjouissante, on va essayer de discuter avec le sourire, mais il est important de rappeler la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un monde sans hommes et avec des hommes sans monde. Littéralement, nous vivons une période immonde. Et ce malaise dans la civilisation que Freud a décrit et que Le Guil dernièrement a aussi essayé d'ouvrir à travers le terme de la toxicité, fait que nous sommes présentement dans une ère qu'on considère toxique, voire de plus en plus inhabitable. Dérèglement climatique, la crise d'extinction massive de la biodiversité, pandémie. On l'a vu avec la Covid, ça a été d'ailleurs un sujet qui a été particulièrement absent de toutes les discussions pour les élections. Et ça m'interroge, cette construction de l'oubli, cette fabrication du déni, notamment par rapport à la question des espaces publics.
Parce que les espaces publics, les espaces extérieurs, lors de la Covid, on l'a compris, étaient un enjeu profond de vivre ensemble. On parlait mais de santé publique, de moments où on pouvait peut-être se rencontrer, même si c'était pour 1 heure. Du coup, je détaillerai sur l'ensemble des projets qui ont permis à certains habitants de se donner une auto-permission pour pouvoir librement cultiver les arbres parce que c'était un travail essentiel à leur vie et qu'ils ont arrosé malgré ce printemps très chaud de 2020. Ils ont permis du coup de s'affranchir un peu tout en étant à la bonne distance physique, pas sociale, pour permettre aux gens de respirer ensemble avec les arbres. Donc moi, dans le cadre de ma pratique artistique, qui est un art arboricole, j'accompagne ce changement de paradigme dont on parle. C'est-à-dire que si l'humanité s'inscrit dans un continuum de la violence, avec une violence lente qui nous a intoxiqués, grâce à des processus culturels qui consistaient, notamment après 1945, à construire l'oubli de la Shoah, grâce à un monde de guerre idéologique, de guerre permanente, de guerre totale, où les produits issus de la destruction et de l'extraction et de l'exploitation massive du vivant, grâce à l'énergie nucléaire et l'énergie fossile, nous a conduit à construire une société où on a triplé la population, mais avec des enfants mal aimés et malnutris. Je pense que les artistes ont un devoir de participer à une transformation pour une terre habitable, désirable, avec une invitation à la rencontre pour une altérité qui nous invite à tolérer les différences. Et donc c'est un message ému que je vous transmets, mais c'est un message aussi fort parce que en fait, c'est nous qui avons raison. Le vivant est robuste. Les arbres n'ont pas attendu la destruction des dinosaures pour continuer à plonger leurs racines. Nous sommes issus des arbres, nous sommes des êtres arboricoles. Et nous cohabitons avec eux. Le charbon qu'on brûle, c'est leur histoire aussi. Et les arbres, ces arbres diplomates, si on les cultive avec art, on peut s'élever avec eux. Et si on invite les habitants dans les quartiers, parce que l'enjeu, il est urbain, et qu'on ne se trompe pas, à la campagne, les êtres sont urbains. Parce que c'est un mode de relation à la terre qui est urbaine. Nous sommes majoritairement des êtres urbains. Être urbain, ça veut dire être soi-disant civilisé. Et donc, il est crucial aujourd'hui de nous nourrir, de respirer, de boire, et de le dire avec force, une eau potable, un air respirable, une alimentation comestible, et les villes qui sont le lieu de forge des représentations politiques, institutionnelles, culturelles, etc. Et l'endroit où on doit justement cultiver ces outils. Alors, je vais juste peut-être recontextualiser vos propos. C'est une émission qui est enregistrée. Et donc, nous enregistrons cette émission le 13 juin 2024, juste après les élections européennes. Nora Sego-Labidi, peut-être vous voulez réagir aux propos qui viennent d'être tenus ? Non, je peux que partager ce qui vient d'être dit, très clairement. Il est vrai que nous sommes dans un continuum de violence et c'est ce que je retiens, enfin pas que, de vos propos. Et très clairement, vous parlez aussi d'une terre habitable. Et c'est de tout le sujet, finalement, que nous portons mutuellement, vous à votre niveau et le mien en tant qu'élus. On a toujours aussi, nous, le sentiment, les élus, d'être toujours dans des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on est absolument ancré aussi dans le vivant, en ce qui nous concerne. Alors, je ne dis pas que tous les territoires, effectivement, ont une approche plus ou moins différentes, mais en tout cas sur Annecy, et c'est aussi dans cet esprit que notre projet politique est complètement inscrit dans la régénérescence aussi des territoires, la question régénérative. On a un exemple, nous, actuellement, qu'on essaie aussi d'observer, un laboratoire d'essais, je veux dire, entre comment coïncider le maraîchage, comment, effectivement, la question du logement, la question de l'appropriation des habitants de leur quartier au travers de différentes activités. Quand je donne cet exemple-là, je reviens aux propos que vous tenez, c'est-à-dire finalement, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui d'être dans ces injonctions contradictoires, à la fois de dire nous avons besoin aujourd'hui de loger nos populations,
Nous avons besoin de nous nourrir, de continuer à préserver nos terres agricoles. Je ne parlerai pas des politiques de zéro artificialisation, dont je suis complètement convaincue. Mais très clairement, mon mais, c'est qu'on a aujourd'hui un vrai challenge de pouvoir à la fois faire comprendre que dans le milieu urbain, on a toujours besoin de produire pour nous nourrir, de produire pour nous loger et de produire pour pouvoir continuer à travailler. Donc, il faut arriver à trouver un aménagement du territoire aujourd'hui qui nous permette de considérer l'approche économique dans son sens la plus durable et en même temps la question de l'habitat, qui est aussi comment produire aujourd'hui sans impacter notre environnement. Et on parle beaucoup du déjà là dans nos structurations aujourd'hui, dans comment réparer nos villes, sans faire encore d'aller faire de l'étalement urbain ou de dépenser encore du foncier dans nos territoires. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, la notion même de l'aménagement du territoire, ça a des grands débats actuellement, et j'ai beaucoup discuté avec des associations villes vivantes au niveau national et voire même international, de se dire aujourd'hui, on n'a encore pas trouvé des espaces qui nous permettent d'avancer, qui ne soient pas ce que nous avons connu après-guerre, et vous l'avez cité aussi, c'est-à-dire la planification, complètement, qui nous a conduit avec les énergies fossiles à considérer le foncier comme étant un espace économique uniquement, c'est-à-dire produire des logements et que ça soit simplement un modèle économique. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que la transition aujourd'hui et le cap, c'est que notre mode de vie est un modèle économique et qu'aujourd'hui, le modèle que nous voulons tous, c'est le modèle du vivant. Et ça, c'est la considération de l'humain au centre même du système. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, et même je le vois moi dans mon quotidien, en tant qu'adjointe à l'urbanisme, eh bien, on a des acteurs économiques qui ne sont pas du tout dans cette transition, et on est toujours dans l'habitat comme étant un produit financier. Et clairement, le changement de logiciel, même si on est tous convaincus, est difficile, parce que tant que le modèle économique est un modèle de marché, eh bien, nous aurons toujours du mal à nous comprendre. Voilà. Donc, je considère qu'il faut commencer à se dire, et beaucoup le disent, changeons de modèle. Il faut qu'on arrive aujourd'hui que le modèle capitaliste dans lequel nous sommes ne convient plus et nous met dans le mur. Oui. Et je crois que, moi je le dis aujourd'hui, il faut que si le vivant et si effectivement l'humain est le vecteur principal, doit être celui de dire nous devons nous préserver, nous devons aussi vivre avec notre territoire, eh bien, il faut accepter aussi, comme certains le disent, de pouvoir commencer par être sobre dans l'ensemble de nos activités. Oui, je voulais intervenir par rapport au terme de produire. Et il y a un maître mot qui est le vôtre, qui est vous êtes maître d'ouvrage. Vous réalisez des ouvrages publics. Vous faites des œuvres. Vous ne faites pas un travail. Vous ne réalisez pas des produits. Vous ne produisez pas. Vous êtes une représentation de la citoyenneté, d'une manière de vivre, etc. Et vous êtes maître d'ouvrage. Le simple fait que les mots d'une manière d'économiser le monde à travers le marché, etc., aient contaminé le langage de ceux qui sont censés avoir une vision pour la collectivité, avec un programme par rapport à des enjeux sociaux, environnementaux, etc. Je pense qu'il est très important, pour ne pas justement devenir fou dans une injonction contradictoire, de se réapproprier vos mots. Vous êtes maître d'ouvrage, vous commanditez à des maîtres d'œuvre, et on réalise des ouvrages d'art, des ouvrages qui sont censés être adressés à des publics. La question par rapport à ce qui nous concerne, c'est comment faire venir dans le champ des publics des êtres non humains qui nous traversent. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, la Covid ou le coronavirus, la grippe aviaire. Je veux dire, la liste est infinie, mais ils nous traversent, ils nous constituent, les bactéries, etc. La question, c'est pourquoi on donne un blanc-seing
pour que les PFAS soient en libre circulation dans les cours d'eau, et pourquoi c'est compliqué de mettre en place des systèmes de régulation, de traitement, etc., de prévention vis-à-vis des publics, etc., pour faire en sorte que ces non-humains qui nous contaminent et nous intoxiquent puissent être régulés par la puissance publique, maîtres d'ouvrage, avec des ouvrages d'art qui, que ce soit à travers les œuvres culturelles, mais les cultures, et c'est aussi l'autorisation ou pas de rendre public à travers une réclame telle bagnole ou tel spectacle. Alors, Thierry Boutonnier, justement, vous parlez d'œuvres. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi un petit peu sur certaines de vos œuvres. Et vous parlez également de non-humains. Moi, je voudrais savoir comment, à travers des exemples, comme par exemple, je pense à biodynamiser les parkings, la chaîne des chaînes, ou encore, entre autres, Prenez Racine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus, vous, que vous utilisez pour mobiliser des humains, des habitants, à la sensibilisation justement du non-humain et faire intervenir ces non-humains dans vos œuvres? Déjà, c'est des ouvrages collectifs. Prenez Racine, biodynamiser le parking, etc. Ce sont des mots mais qui recouvrent une réalité qui est celle de collectifs, d'habitants, humains et non humains, d'un milieu. Et en général, la conception sont issues d'un travail d'enquête de terrain avec les habitants, mais aussi en convoquant les non-humains. Par exemple, les pédologues par rapport à quelle est la qualité de la vie des sols en dessous une couche de 30 cm de bitume successive. Ou dans une situation de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, comment, sur les 10 ans de transformation urbaine, comment les habitants sont perçus dans la logique de la programmation des travaux, soit comme des personnes qui sont soi-disant donc enclavées, qu'il faut désenclaver, et puis ensuite il faut les exproprier pour pouvoir les faire qu'ils soient relogés temporairement, puis relogés définitivement. Donc, est-ce qu'ils sont, comment ils sont partie prenante dans toutes ces décisions? Et donc là je présente un peu tout un paysage, mais en gros, on comprend qu'il y a une méthodologie de travail qui repose sur une alliance avec des experts, des scientifiques notamment, et de bureaux d'études, mais aussi de laboratoires, etc., mais aussi des acteurs de territoire socioculturels, notamment les MJC, les centres sociaux, qui sont des personnes humaines, qui sont dans des bureaux, qui sont dehors, qui vont au contact des habitants, etc. Donc on n'est pas dans l'idée démiurgique d'une idée et qu'on va imposer sur le territoire. On est dans un travail de co-construction, et le terme même de construction est à remettre en question au regard d'une pratique arboricole, puisque ça repose sur l'existant, sur le couvert arboré déjà existant, sur la qualité des sols, la qualité de l'eau, les différents aléas en termes de stress hydrique, etc., le prévisionnel en termes de quantité d'eau. Donc ça suppose à la fois de mêler les temps à venir, les temps passés, et comment faire en sorte que tous ces acteurs soient présents pour partager la décision. Et ce qui est formidable avec notamment Prenez Racine, qui est la première pépinière urbaine réalisée en 2009 à Mermoz, dans le quartier de Mermoz, dans le cadre d'une rénovation urbaine, et grâce aussi au portage de la MJC de la NEC Mermoz, dans la personne notamment de Géraldine Lopez, c'est qu'il y a eu donc des alliances, du porte-à-porte, avec les arbres. Donc ces arbres se sont retrouvés à être dans les mots des diplomates. Il y a une idée qui a germé, et puis du coup, c'est un peu les mots des habitants. On avait la possibilité de parrainer un arbre. On a choisi cette pépinière et donc durant les travaux, ces arbres qui ont été choisis en fonction des trajectoires culturelles des uns et des autres. Les uns ont choisi des oliviers pour la paix, notamment en Israël et Palestine. Et on continue à les cultiver, ces arbres, parce que la paix est à construire toujours. Il y a eu des figuiers par rapport à des histoires avec des grands-parents au Portugal. Donc on a des trajectoires de vie qui croisent des trajectoires d'arbres. Et à cet endroit-là, de la pépinière urbaine de Mermoz, on a cultivé plus d'une quarantaine de fruitiers, parce que c'était essentiellement des arbres de culture. Et ça, c'est aussi important de rappeler que le vivant est le fruit de notre culture.
il y a une biodiversité cultivée, qu'aujourd'hui, il n'y a pas un microgramme, micro-onde de qualité de l'air qui n'est pas en lien avec une activité humaine. Donc ça rappelle notre responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que les arbres, à travers le fait qu'ils sont sans voix, engagent notre responsabilité. On les parraine, on parle au nom d'eux, mais finalement, on parle aussi de nous. Et donc, cette pépinière qui a eu le prix Koala en 2010, pendant 5 ans, on a cultivé ces arbres. Ils étaient de bas niveau. On respectait les préconisations de Francis Allais concernant la manière de pouvoir cultiver les arbres. Alors, ce qui est intéressant avec les arbres, c'est que ce sont des êtres pérennes. Dans le champ des pépiniéristes, on appelle ça des sujets. Ça, ce n'est pas ça. Ce sont des êtres, des sujets de droit. D'ailleurs, la question du droit de l'arbre est vraiment un sujet. Voilà. Et du coup, il nous invite à parler, à négocier, à mélanger les temporalités, celles des arbres, mais aussi celles des habitants qui sont logés et relogés. Parce que la propriété d'une pépinière, des arbres cultivés en pépinière, c'est qu'ils sont transplantés temporairement, déplantés et puis transplantés définitivement. Et même dans le définitif, il y a des accidents de vie qui peuvent faire que ça évolue. Donc ces arbres se sont retrouvés à être diplomates parce qu'ils ont développé une maîtrise d'usage entre la maîtrise d'œuvre, qui, elle, planifiait des plantations, définissait une palette végétale, etc., et puis une maîtrise d'ouvrage qui laissait ouvert la possibilité à ce que parmi la palette végétale, parmi les sujets à implanter, eh bien, ces arbres puissent aussi faire partie de cette population. Et depuis, je n'ai de cesse, et je continue, on forme des habitants, mais aussi des jeunes étudiants, maintenant des jeunes professionnels, pour cet art arboricole. On a des pépinières d'arbres à Nanterre. Là, demain, je pars à Genève, à Fos-sur-Mer, à côté, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous travaillons aussi sur cette question, mais là, sur la question de la toxicité, comment le complexe pétrochimique de Fos-sur-Mer a une influence sur la maturité des fruits et sur la toxicité des olives en vue de réaliser une huile d'olive de Port-Saint-Louis. Vous voyez, tous ces oliviers qui ornent les ronds-points. Voilà, comment faire en sorte que ces olives n'entachent pas le bitume, mais plutôt nous nourrissent. Et on travaille avec l'Institut éco-citoyen. Donc ça, c'est un exemple. Et avec un financement de la Fondation Carason. On reparlera de ces jeux d'acteurs parce qu'en fait, on voit que c'est des financements croisés, que ça demande une capacité de discussion avec un ensemble d'acteurs très différents. Mais ce qui est intéressant avec les arbres, notamment, c'est qu'un peu tout le monde essaie de faire le pas de côté pour essayer de laisser une place à ces êtres. Et justement, Honorace Golabidi, comment est-ce que la question du non-humain, c'est une question qui est quand même relativement récente, notamment dans la gestion des territoires. Comment est-ce que vous, à la ville d'Annecy, vous l'avez prise en main, interprétée, et comment est-ce que vous la mettez en place ? Disons qu'il y a plusieurs facteurs. Monsieur le rappelait effectivement que cette notion, tout le monde est habité par ça, très clairement, qu'on soit expert ou pas. Je pense que du citoyen à l'expertise, mais en passant aussi par une administration, parce que très clairement, des institutions. Aujourd'hui, ce sont des vocables qui nous parlent. Et la façon dont on le traduit, il y a plusieurs façons. Il y a une façon institutionnelle, et pour le coup, vous avez parlé du droit, mais on a aussi aujourd'hui des plans locaux d'urbanisme. On a le PLUI, le plan intercommunal. Nous, actuellement, sur le Grand Annecy, on est en train de travailler sur le plan local intercommunal d'habitat, mobilité, bioclimatique. Donc il y a bien ce B bioclimatique aujourd'hui qui est complètement inscrit et sur lequel nous avons plusieurs chapitres. Le chapitre à la fois de l'eau, de la ressource naturelle, puisque ça aussi c'est un véritable sujet, puisque quand on parle de ressources naturelles, on le voit, vous l'avez dit, on regarde l'actualité climatique, on est aujourd'hui, pour certains étés, de situation caniculaire, fait qu'on se retrouve sans eau et certaines communes, je le rappelle, en Haute-Savoie, ont même carrément arrêté de signer des permis de construire. Et on a appelé d'autres communes pour venir ravitailler en eau. Donc très clairement, aujourd'hui, ce n'est plus simplement une vue d'esprit. Je suis désolée, mais en tout cas, aujourd'hui, on le vit au quotidien. C'est vraiment un quotidien. Donc les élus sont quand même sont sensibles aujourd'hui. Peut-être il y a 10-20 ans, ils étaient peut-être pas assez, mais en tout cas aujourd'hui c'est clair. Par contre, voilà, donc on est sur le PLUI-HMB, le bioclimatique, les ressources naturelles. La question de l'arbre est un véritable sujet.
On est tous, c'est un combat quotidien, moi je le sais au niveau de l'instruction des permis de construire. Nous n'avons pas, l'arbre n'a pas de droit finalement dans notre réglementation, notre législation. Nous on avait envie, enfin on souhaite sur la ville d'Annecy de protéger nos arbres sur les espaces privés, parce que l'espace public bien sûr qu'il est protégé, mais sur les espaces privés aujourd'hui on n'est pas au Canada. Canada, effectivement il y a des permis de démolition d'arbres aujourd'hui que nous on n'a pas. On aimerait vraiment que le législateur bouge là-dessus, c'est-à-dire qu'on avance sur ce débat-là, parce que les privés, très clairement, vont abattre des arbres sur leurs parcelles. Tout ça parce qu'ils ont besoin qu'un promoteur vienne et finalement, parce qu'on risque, nous, de leur mettre des prescriptions, on regarde des documents d'urbanisme, pour pas qu'on les embête, ils vont tout de suite, avant qu'on aille leur mettre des prescriptions, les abattre, dire non, ils sont tous malades. Même si quand l'espère passe, ils sont tous malades. Non, j'aurais caricature, mais c'est une réalité. C'est notre réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à préserver ces arbres sur les espaces privés qui représentent, sur l'ensemble de notre territoire, plus de 90% quand même. Parce que mine de rien, sur notre domaine public, c'est pas du tout... ça représente 10%. 90%, c'est sur notre domaine privé. Et c'est carrément le paysage de notre territoire qui est mis à mal. C'est notre territoire. Et moi, j'ai carrément des parcs habités dans des grands quartiers de densité. Aujourd'hui, ils sont dans des copropriétés. Et nous n'avons, aujourd'hui, pas le mot, on n'a rien à dire. Enfin, je veux dire, à part dire et mettre un peu de prescription sur les déclarations préalables et ainsi de suite, mais on n'y arrive pas. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, si on a un vrai sujet, et là-dessus je vous rejoins complètement, c'est qu'on n'est pas sur le droit aujourd'hui, la capacité de pouvoir préserver ces arbres dans notre milieu urbain. Et on parlait de biodiversité. On a effectivement dans le plan local d'urbanisme intercommunal les trames vertes et bleues et noires, bien évidemment. Et ça, effectivement, les pouvoirs publics, les maîtrises d'ouvrage que nous sommes, nous arrivons à avoir la main sur cet aspect-là. Mais nous avons non plus pas la main quand nous avons des entreprises qui viennent polluer nos rivières, nos affluents. Et très clairement, avec les services de l'État, il faut qu'on arrive. Là, on a nous-mêmes des soucis, des entreprises qui soient aussi, qui soient ciblées, des enquêtes pour pouvoir remonter, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des moyens aujourd'hui qui sont manquants, dont les services de l'État ont les moyens qu'ils ont, mais on a aujourd'hui et qui relèvent de leurs compétences. Donc je m'arrêterai là. Mais voilà, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est surtout dans les documents d'urbanisme. Et puis, on a aussi, nous, des expérimentations et on souhaite, dans le champ qui est le nôtre, à travailler avec les mondes associatifs, c'est-à-dire que vous avez cité un certain nombre d'acteurs qui nous entourent, la FNE, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas toutes ces associations liées à l'environnement qui travaillent à nos côtés, qui portent avec nous des projets. Et juste si on se recentre sur notre sujet du jour et le quartier des Trois Fontaines, quels sont les humains, les vivants non humains, dont on parle sur place? Quels sont ces habitants que vous voulez voir représentés? Ces habitants non humains. Alors, ces habitants non humains, c'est en fait toute cette préservation de la biodiversité, des parcs qui sont en plein cœur urbain, qu'il faut complètement sanctuariser. Et puis aussi, donc c'est cette trame verte et bleue. On a aujourd'hui un déversoir du lac qu'on appelle l'Auverchie, qu'on veut débuser. Depuis toutes ces dernières décennies, l'industrialisation a fait que, en fait, on a créé une ville, non une ville de route, une ville où l'on roule, pour reprendre l'expression d'un urbaniste qui est venu travailler dans le cadre de Annecy 2050, pour nous. Et très clairement, il faut débuser et sortir ces rivières dans nos territoires pour pouvoir ramener des îlots de fraîcheur. Et ça, c'est une urgence. Donc on a vraiment cet aspect-là. Et clairement aussi, c'est comment recréer aussi, en travaillant avec des associations environnementales, voir comment nous pouvons, on a la LPO, comment aujourd'hui on arrive en milieu urbain à avoir des zones en densité à préserver.
C'est-à-dire que ça aussi, travailler avec les services déconcentrés de l'État, très clairement, et comment les réintégrer aussi dans nos plans de planification pour que ça soit sanctuarisé. Voilà, il y a le quotidien, mais il y a aussi comment on ancre et comment ça devient à la fois réglementaire pour protéger ces territoires. Vous dites le mot réglementaire, c'est un sujet dont on parle depuis le début, c'est le sujet du droit. Thierry Boutonnier, en tant qu'artiste, le statut de sujet de droit, ça reste une fiction juridique. Donc c'est une catégorie qui est construite, qui n'a pas d'autre réalité que celle qu'on lui accorde. Et donc on regarde ces éléments, il y a forcément une proximité entre la démarche artistique et la démarche juridique. Comment est-ce que vous interprétez ce double jeu entre l'artistique et le juridique ? Il y a... La France a protégé les requins et les tortues en Nouvelle-Calédonie grâce aux droits autochtones kanak. Et, enfin, notamment dans les différents milieux insulaires du Pacifique. Donc la France est capable de reconnaître des non-humains, des particularités, grâce à des démonstrations anthropologiques, scientifiques, sur le bien fondé, à ce que ces êtres non-humains ont autant le droit de citer que les humains. Et je rappelle, Coca-Cola est un personnage juridique. C'est un non-humain. Il nous traverse tous, il nous intoxique. C'est une fiction. C'est pas une fiction, c'est une culture. Tout à fait. C'est dans le champ de l'agro-industrie culturelle, d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas différencier l'industrie culturelle et l'agro-industrie. Il y a une agro-industrie culturelle qui façonne nos représentations de nos réseaux trophiques. Alors, concrètement, on refuse aux salades ce qu'on donne à une étiquette rouge avec un logo blanc. Donc moi je propose à ce que avec donc Wild Project, Marine Calamé, toutes les personnes qui travaillent dans le champ du droit, etc. Est-ce qu'on continue, même le parti animaliste avec Madame Tewi, qu'on continue, faut y aller. Évidemment que les petits chats qui participent à un bien-être psychologique pour pas mal de personnes seules ont le droit, surtout quand ils deviennent des arguments de vente pour Monoprix, quoi. Excusez-moi d'avoir cité cette marque, mais voilà, à un moment donné, c'est important. Et même, j'aurais tendance à dire que le petit chat devrait être financé en tant qu'acteur. Ou actrice, je ne sais pas d'ailleurs si c'est... Et dans le champ de l'économie, il y a peut-être à un moment donné, chaque fois qu'il y a un architecte qui vend un arbre à travers ses images, peut-être qu'il serait intéressant à ce que cet arbre soit rétribué. Donc, il y a un enjeu entre le droit et l'économie, effectivement, pour faire en sorte que les non-humains aient la place qu'ils ont, puisqu'ils l'ont de fait dans les images. Et les artistes sont là, effectivement, pour pointer ce qui est visible, ce qui est invisible. Donc, ce qui est visible, c'est le petit chat. Ce qui est invisible, c'est qu'il n'a pas de droit. Et pourtant, il vend beaucoup de choses pour les autres. Bon, alors, moi, en tant qu'artiste, effectivement, ce qui est très intéressant, et ce qui a été le cas avec Prenez Racine, et pour moi, je pense que ça fait jurisprudence et ça doit continuer, c'est qu'à travers le droit patrimonial et le droit d'auteur, là, il y a, parce que c'est un droit suprême, hein, si on commence à s'attaquer au droit d'auteur, alors on s'attaque à la possibilité du sujet, en tant qu'humain, en tant que citoyen, à son libre arbitre et à sa capacité de créer. Donc là, les artistes, en France, en Europe, puisque le droit d'auteur et le droit patrimonial en tant qu'auteur est très présent, très fort, puisque c'est aussi celui qui régit pour Coca-Cola, hein, d'une certaine manière. Donc le droit d'auteur, le droit patrimonial a permis, comme on a contractualisé avec la MJC l'achat d'une œuvre qui a la forme du lien à travers l'arbre. Donc le lien entre l'habitant et son arbre parrainé a la forme de l'arbre. Et c'est ça qui a été contractualisé comme achat d'œuvre. C'est ce lien. Et donc, du coup, les services juridiques de la ville de Lyon et de la métropole, parce qu'il devait y avoir une transaction entre le terrain de la métropole de Lyon, qui était soumis aux travaux de rénovation urbaine, et la ville de Lyon qui allait recevoir cet espace en tant que foncier de la ville de Lyon. Donc, les juristes de la métropole et les juristes de la ville de Lyon ont dû s'entendre pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette œuvre arboricole, parrainée par les habitants, achetée par la MJC, dont le sujet consiste à maintenir le lien entre les habitants et leurs arbres.
eh bien, du coup, à travers le droit d'auteur, etc., ils ont garanti la possibilité de protéger cette œuvre et donc, du coup, de participer à faire qu'elle fasse sa vie. Et donc là, on arrive à une transformation, à mon avis, importante à opérer, qui est que le droit d'auteur, le droit patrimonial, devrait se transformer en droit matrilinéaire, matrimonial, matriarcal. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui importe, ce n'est pas la pierre et de conserver la pierre et de transmettre la pierre. Ce qui est important, c'est le savoir-faire autour de la pierre, de façon à ce que les personnes qui entretiennent la pierre, qui retaillent la pierre, qui nettoient la pierre, etc., puissent être rétribuées correctement pour leur savoir-faire, pour leur travail, pour la qualité d'ouvrage, de façon à ce que cette pierre puisse continuer à rouler. Et elle roule sur un sol vivant. Et donc, à travers la question du sol, du foncier, là aussi, j'en appelle à ce que le droit patrimonial devienne un peu plus matrilinéaire et que le sol vivant, le fait que... donc, il y a tout un travail là-dessus. Et donc, en tant qu'artiste, moi, à travers biodynamiser le parking ou autre, l'enjeu, c'est juste de rendre visible tous ces êtres qui font que la terre est comestible, l'air est respirable, l'eau est potable, et pour que les gens se remobilisent sur ce qui est important. Parce que là, ce qui est important, nécessaire, ne l'est plus. Ce qui est important pour les gens, c'est de pouvoir avoir son litre de diesel. Ils ont fait l'équivalent du diesel avec la baguette de pain. Mais moi, je suis désolé, je comprends qu'il y a besoin d'avoir une voiture pour aller chercher son pain. Mais la réalité, c'est qu'on peut découpler la question du pétrole de la nécessité. On peut... grâce à la culture, on a vécu des milliers d'années sans bagnole. Pourquoi on serait dépendant à ce point de la bagnole ? Alors, pour conclure notre échange, je souhaiterais vous poser une question à tous les trois, une question qui fait office de fil rouge pour ce festival, à laquelle donc, vous allez répondre chacun votre tour. La question, c'est de quoi avons-nous réellement besoin pour un avenir désirable ? Et on va commencer avec vous, Claire Villazzi. Alors moi, je vais tout simplement vous dire, on va nous retrouver le 18 octobre à Annecy pour débattre collectivement autour du Parlement du vivant. Nora Segola, de quoi avons-nous réellement besoin ? En fait, on a besoin d'inventivité. Vous avez parlé du pas de côté. Je dirais aussi d'expérimentation, parce qu'on a aussi aujourd'hui besoin de pouvoir expérimenter d'autres espaces d'intelligence collective. Je crois on doit sortir, et l'actualité aussi nous le prouve. Aujourd'hui, les citoyens ont besoin aussi d'être acteurs aussi de leur histoire. Et très clairement, sur les territoires, on a besoin aussi à ce qu'il y ait une prise de conscience et une prise d'acte de leur parole et du changement, finalement, qui doit opérer, mais qui soit concret. C'est-à-dire qu'il soit complètement investi. Alors, on parlait de la culture, puisque c'était un peu notre mot d'ordre. La culture doit être ce vecteur-là qui nous permettent de pouvoir créer ensemble et de co-construire, qui nous permettent d'avoir un élément commun et d'avoir en termes de production, je vais y revenir, mais en tout cas de pouvoir avoir un dialogue et une histoire commune. Voilà. Thierry Boutonnier, je crois que vous avez commencé un petit peu à y répondre, mais de quoi avons-nous réellement besoin pour un avenir désirable ? Dans la question, il y a le problème du réel. Et aujourd'hui, on est dans des situations totalement déréalisées. Vraiment, le filtre pour être en relation au monde, c'est pas le réel. C'est un écran noir, un écran de fumée. C'est assez dingue. Donc, moi, j'aurais tendance à peut-être épiloguer par rapport à tout ce dont j'ai pu raconter. Mais déjà, le verbe. Même en le disant là aujourd'hui, j'ai du mal à être convaincu, mais je pense qu'avec force, il faut quand même retravailler la manière dont on se parle. Et donc l'invitation au dialogue, l'invitation à la rencontre, l'invitation à se parler à travers des êtres qui n'ont pas de voix. Et ça, c'est, à mon avis, l'enjeu. C'est comment avec poésie, avec art, grâce à toutes nos cultures multimillénaires de tous les coins du monde, on invente, mais inventorier dans le sens où il est déjà là, on l'inventorie. Et il faut lui donner la voix. Voilà. Et en gros, il y a cette question d'apaiser les manières dont on se parle, pour essayer de faire en sorte que on ne soit plus dans une situation de stress par rapport à la Terre
soi-disant habitable ou inhabitable, qui consisterait à dire on a besoin. Mais c'est plutôt peut-être à la question, quelles sont les ressources pour un monde désirable ? Quelles sont la qualité de ces ressources ? Et les fleurs, les arbres, la terre, les vers de terre, etc. Quoi qu'en disent les chiffres actuels sur l'état des choses, évidemment, la chose semble dramatique. Mais les ressources du vivant, depuis plus de 3,5 milliards d'années, elles sont importantes. Toute la question là-dedans, c'est notre humanité. C'est comment on arrive à faire place à toutes les humanités. Eh bien, merci à tous les trois pour votre participation à ce deuxième épisode du podcast de Festivad en partenariat avec Radio Anthropocène. Nora Segolabidi, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maire adjointe à l'aménagement durable et à l'habitat à la ville d'Annecy. Thierry Boutonnier, un grand merci. Vous êtes artiste donc polyvalent et pluridisciplinaire. Et Claire Villazzi, vous êtes chargée de mission chez BAD. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt pour notre 3e et dernier épisode du podcast Festivad. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.